France 24, LCP, Public Sénat, présente. Bienvenue au Parlement européen pour parler défense et réarmement de l'Union européenne. Les conflits se multiplient dans le monde, y compris à nos portes avec l'Ukraine. Et notre allié américain au sein de l'OTAN semble de moins en moins fiable. Alors pour se préparer à la guerre, Bruxelles autorise les 27 États membres à augmenter leurs dépenses militaires dans un plan intitulé Readiness 2030 qui, espère-t-on, se traduira par 800 milliards d'euros sur 10 ans. Et ce plan inclut 150 milliards d'euros de prêts appelés SAFE, des prêts qui sont levés par la Commission européenne sur les marchés. La Commission prête ensuite aux États membres pour acheter des équipements militaires principalement fabriqués en Europe. Mais l'Union européenne est-elle vraiment en train de prendre le tournant de son autonomie en matière de défense? Son industrie est-elle suffisamment intégrée, efficace pour relever ce défi? Ou va-t-on financer tout simplement l'appareil militaro-industriel américain? Alors nous en parlons tout de suite avec 3 eurodéputés. Nicolae Stefanuta, bonjour. Vous êtes le vice-président du Parlement européen, eurodéputé roumain du groupe des Verts. Nous sommes aussi avec Pierre-Romain Thionnet, bonjour. Bonjour. Français, donc membre du groupe des Patriotes pour l'Europe, ce qui correspond en France au Rassemblement national. Et Tobias Kremer, bonjour. Vous êtes eurodéputé allemand, membre du groupe des Socialistes et Démocrates. Alors messieurs, rapidement, en une phrase, le constat pour ou contre le réarmement de l'Europe. D'abord Tobias Kremer. C'est nécessaire, ça ne fait plaisir à personne, mais c'est nécessaire. Et finalement, la première tâche de la politique, c'est de protéger nos citoyens. Donc c'est nécessaire et c'est ce qu'il faut faire. Pierre-Romain Thionnet. Si nous ne voulons pas être soumis, écrasés ou victimes de chantage, c'est absolument nécessaire. Et je crois que c'est la grande tâche de l'Europe, des pays européens au XXIe siècle. Nicolae Stefanuta, vous êtes écologiste. À gauche, il y a des mouvements pacifistes. Mais se réarmer en Europe, c'est nécessaire? Se défendre, c'est très nécessaire. Se défendre en face des défis qui sont là. Et plus on est proche, plus on les sent. Alors, des positions de principe, vous le voyez, qui semblent proches, mais on va entendre quand même des nuances plus tard, vous allez le voir. Ce réarmement de l'Europe se déroule dans un contexte de désengagement américain de l'Alliance Atlantique. Donald Trump veut retirer 5000 soldats du sol allemand. Écoutons tout de suite la réaction du chancelier Friedrich Merz. La force de l'OTAN en Allemagne ne dépend pas du nombre de soldats, mais de son objectif qui reste partagé. Je n'ai aucun doute sur le fait que l'Amérique est très intéressée par un pilier européen fort au sein de l'OTAN, à ses côtés, et réciproquement, nous restons très intéressés même par la présence de l'armée américaine et du soutien militaire américain à nos côtés. C'est quelque chose que nous avons en commun et que nous essayons de concrétiser. Alors, Tobias Kremer, 36 000 soldats américains en Allemagne, un pays traditionnellement d'ailleurs atlantiste depuis la guerre. Donc, comment a été perçu dans votre pays cet énième épisode du désengagement américain sur notre continent? Est-ce que ça veut dire d'ailleurs que, pour vous, que l'Europe doit se réarmer? Déjà, pour nous, c'est bien sûr regrettable, mais ce n'était pas une surprise. On savait très bien, après la stratégie des Américains, la stratégie nationale de sécurité, c'était déjà à peu près annoncé. Ces 5000 soldats venaient de la présidence de Biden. C'était de toute façon, voilà, pour nous, pas une surprise. Mais ce qui est clair, c'est que cela montre quelque chose qu'on devrait savoir depuis des années. C'est que les Américains vont s'orienter plutôt vers l'Asie et que nous, en tant qu'Européens, on doit être capable de se défendre soi-même, de devenir beaucoup plus autonome. Et en fait, pour moi, ce n'est pas une question est-ce qu'on est pour ou contre les Américains, parce que pour nous, les devoirs, c'est les mêmes. Soit les Américains se retirent, que je ne l'espère pas, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut investir dans notre capacité de se défendre et dans nos atouts nous-mêmes. Mais cette stratégie elle-même est la meilleure stratégie pour persuader les Américains de rester en Europe, parce que comme a dit Marco Rubio à Munich, les Américains ne veulent pas des alliés faibles. Donc montrons-leur que nous ne sommes pas des profiteurs en Europe, nous sommes des alliés forts et capables de nous défendre et d'avoir une position de force. Pierre-Romain Thionnet, face à cet allié américain imprévisible, Donald Trump, dont d'ailleurs votre famille politique est plutôt proche politiquement, finalement, est-ce que ce n'est pas Emmanuel Macron qui a raison en voulant
une Europe de la défense plus autonome, plus souveraine? Je me permets de revenir sur ce que vous dites, notre famille politique proche politiquement, puisqu'on a les plus grandes réserves à l'égard de la politique étrangère qui est conduite par le président américain. Et s'il peut y avoir des sensibilités communes en politique intérieure, on a pris nos positions. Voilà, je pense que c'est important de le dire. L'Europe souveraine de la défense qui est défendue par Emmanuel Macron dans une position gaulliste. Bien sûr, mais il y a une même position. C'est-à-dire que c'est à la fois un risque pour l'Europe, parce que bien sûr, il y a une accoutumance, une dépendance européenne aux États-Unis d'Amérique en termes de garantie de sécurité, d'industrie de l'armement. Donc il faut savoir combler et prendre le relais là en coopération entre les États européens. Mais c'est évidemment, et du coup, du même coup, une opportunité pour enfin combler ces dépendances, se penser davantage de manière autonome, penser notre stratégie de manière autonome. Et donc c'est à la fois un risque et un avantage, une opportunité à saisir. Je pense que si on ne la saisit pas maintenant, alors que cela fait plus de 4 ans qu'il y a la guerre en Ukraine, que le désengagement américain, comme Tobias Kremer l'a dit, il est officiel maintenant dans les documents stratégiques américains, mais il est déjà en cours depuis Barack Obama et il va se poursuivre, même s'il y a une alternance avec une administration démocrate. Et donc les Européens n'ont pas le choix. Et nous, on défend aussi cette position d'une autonomisation de la défense en Europe. Alors jusqu'où l'autonomisation? Parce que vous, en Roumanie, vous avez acheté beaucoup américain, 32 avions de chasse F-35 en 2024 par exemple. Face à la menace russe, l'Europe de l'Est dans son ensemble souhaite réarmer. La Roumanie a demandé 16 milliards d'euros du prêt SAFE, c'est autant que la France. Vous croyez encore beaucoup en l'OTAN néanmoins, au parapluie, aux armes américaines? Chaque fois que je suis dans cette émission, vous portraitisez l'Europe de l'Est comme c'était un bloc uniforme. Et moi, je dis qu'il y a des similarités aussi avec le Nord, par exemple. Puisque vous avez évoqué l'achat des avions américains par les Roumains, mais vous n'avez pas évoqué le fait que les Finlandais et les Suédois, en entrant en automne, ont fait exactement la même chose. Et c'est vrai qu'on aimerait plus acheter français, par exemple, ou la production propre européenne. Mais on n'a pas tout ce qu'il y a sur le marché. Il n'y a pas tous les avions qui sont les meilleurs ou les drones qui sont les plus avancés. Il n'y a que certains producteurs au monde. Alors, on désire avoir plus de production européenne, aussi en Roumanie. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on prend 16 milliards pour SAFE. C'est pour développer nos capacités de production, aussi en coopération avec les Ukrainiens. Pourquoi les Ukrainiens? Puisqu'ils ont une production très développée en ce qui concerne les drones. Parce que c'est l'armée la plus actuelle en Europe, même plus actuelle que l'armée française, on doit dire, parce que l'expérience de guerre a mené à ce résultat. Donc, on doit arriver à une situation où on achète plus européen. Et on n'est pas forcé d'acheter, par exemple, d'Israël, que je ne suis pas tellement d'accord à acheter des produits venant de là. Alors parlons de la question financière, car l'argent européen est là pour augmenter cet effort militaire. Pierre-Romain Thionnet, avec le programme SAFE, 150 milliards d'euros de prêts. Donc c'est la Commission européenne qui lève cet argent sur les marchés avec des très bonnes garanties, car la Commission européenne a une très bonne note financière. Et ensuite, elle prête aux États membres. 16 milliards d'euros prêtés à la Roumanie, par exemple. C'est le même montant qui est prêté pour la France. Finalement, est-ce que vous saluez ce financement européen de la défense? Qui puisse être utile pour les pays qui emprunteraient à des taux moins avantageux, c'est une chose, mais en fait, ça dit davantage... C'est notre cas déjà, notamment la France. Ça dit davantage de la santé financière d'un pays. Parce que, par exemple, l'Allemagne ne va pas recourir à SAFE, mais l'Allemagne va augmenter sensiblement ses dépenses militaires. Mais en fait, ce n'est pas le bon indicateur pour évaluer le niveau de dépenses militaires. Vous n'y opposez pas finalement à... Nous préférerions emprunter nous-mêmes sans recourir à, en effet, ce qui est des conditions posées par la Commission européenne. Bien sûr qu'il serait plus salutaire pour la santé financière de la France et pour ses libres choix de le faire en tant que France seule. Ce serait plus cher. L'Allemagne le fait, par exemple. Ça serait plus cher, je vous contredis. C'est bien ce que je dis. En fait, le débat là est plutôt la santé financière. Là, je ne veux pas rentrer dans un débat français sur le bilan de 10 ans d'Emmanuel Macron, mais c'est cela la responsabilité. Maintenant, nous, Rassemblement national, nous sommes favorables, en France, à poursuivre l'effort d'augmentation des crédits militaires. 3% notre PIB dès 2030 et ensuite vers les 3,5% 2035, les objectifs fixés dans le cadre de l'OTAN. Donc nous ne sommes absolument pas défavorables
à l'augmentation des dépenses militaires. Au contraire. Sur budget propre, donc avec des recettes supplémentaires françaises à trouver. Vous entendez les souverainistes qui freinent un peu des cas de fer quand même sur cette question d'un grand emprunt européen. Enfin, en tout cas, d'avoir recours aux prêts. Et puis, est-ce qu'il faut aller plus loin? Parce que, inversement, eh bien, ceux qui sont très europhiles disent qu'il faudrait un endettement en commun européen pour justement mener ce grand effort de défense. Et là, eh bien, c'est l'Allemagne qui n'est pas trop d'accord. Ouais. Mais déjà, une chose, je suis bien heureux ce que vous avez dit, que vous dites personnellement que vous êtes en faveur de la défense en Europe et de devenir plus autonome. Mais dans votre groupe parlementaire ici, des gens en Hongrie, les urbanistes, ils sont quand même assez contre. Donc c'est quand même un débat intéressant aussi au sein de votre groupe. Notre débat interne, ça. Oui. Mais il faut le dire, que ce n'est pas tous les patriotes européens qui sont... Vous n'êtes pas d'accord chez les patriotes pour l'Europe. Il y en a qui veulent baisser clairement le budget de la défense, les urbanistes, en effet, les troupes d'Orban. Oui, mais pour répondre à votre question, je crois finalement la question, si on regarde les dépenses de la défense qu'on a, ça devient presque même pas la question... combien d'argent on y met. Le problème, c'est vraiment l'efficacité de l'utiliser. Parce qu'on a vraiment augmenté les dépenses, il faut les augmenter, ça c'est sûr. Mais ce n'est pas seulement dépenser plus, c'est dépenser de manière efficace. Et là, il y a un véritable problème. Parce que nous, on essaie de le faire de manière nationale et c'est extrêmement inefficace. C'est le rapport de M. Niinistö qui a montré qu'on paye à peu près en moyenne une prime de 30% parce qu'on ne se coordonne pas pour les achats. Et en même temps, il faut des achats européens d'équipements parce que c'est militaires. inefficace. On va pas à l'échelle. Tout le monde essaie de le faire nationalement et les résultats, c'est 27 armées bonsa et ce n'est pas une véritable force de capacité. Et c'est pourquoi, pour moi, finalement, c'est moins sur combien d'argent on met dedans, c'est plutôt quelle capacité, quelle vraiment capacité de défendre est-ce qu'on aura. Et là, finalement, c'est oui, payer plus, mais surtout, il faut payer de manière européenne, il faut acheter de manière européenne, efficace, et il faut un marché commun de la défense. C'est vraiment, il faut cette part d'intégration. Alors justement, pour financer ce réarmement, le plus gros prêt du programme SAFE, parmi les 19 participants à ce programme, va à un voisin de l'Ukraine, la Pologne, 44 milliards d'euros. On écoute le Premier ministre Donald Tusk. C'est un moment charnière dans l'histoire de la Pologne et de l'Union européenne. C'est un jour où l'Europe entière montre qu'elle a tiré les leçons de l'histoire et qu'elle est prête à assumer une responsabilité bien plus grande pour notre sécurité, conformément d'ailleurs aux recommandations et en coopération avec les États-Unis. Nikolai Stefanuta, alors dans ce pays, la Pologne, eh bien, le président polonais qui est ultra-conservateur, nationaliste, eh bien, il pourrait bloquer ce prêt européen SAFE car il est opposé à une dépendance financière de l'Europe pour financer la défense polonaise. Est-ce qu'il y a le même mouvement dans l'opinion roumaine, c'est-à-dire un mouvement qui pourrait être hostile à ce financement européen de la défense? Ou est-ce qu'il y a une unanimité? Je ne peux pas vous répondre précisément puisqu'on a une crise politique gouvernementale. Pour le moment, on n'a pas de gouvernement, mais quand on en aura, je vais dire qu'il n'y a pas une opinion publique qui est contre le programme SAFE. On entend quand même qu'il y a un narratif pro-russe et donc qui dit nous sommes aussi pro-paix, nous ne voulons pas réarmer, etc., qui progresse quand même. Ça progresse et c'est financé en part par des amis de partout un peu du monde qui ont un intérêt à accroître l'extrême droite avec des narratives qui sont fautives en ce qui concerne les Ukrainiens qui sont nos ennemis. Je ne peux jamais comprendre comment ça marche, mais voilà, ça se joue aussi. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que le prêt européen, moi j'étais d'accord avec cette idée de financer la défense par un prêt commun, un peu comme le programme ancien après le Covid pour la relance économique. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun pays qui peut s'emprunter moins cher, sauf l'Allemagne, qui peut s'emprunter moins cher que sur les marchés, tous les pays sont en dessous de la note de la Commission européenne. Parce que mon pays s'emprunte à 9-10%. Sur le marché européen. Alors qu'on prend un prêt européen à 2%, c'est très intéressant. Et deuxièmement, ça ne touche pas au budget social qui nous intéresse aussi et qui intéresse beaucoup de monde.
qui ne veulent pas avoir un choix entre la défense et le social. Alors rapidement, pour conclure, parlons d'industrie. On a parlé de financement, mais Pierre Romain-Thionnet, il faut que l'industrie de défense européenne suive. Et ce n'est pas vraiment le cas. Un exemple, le programme SCAF d'avions de combat du futur, lancé en 2017 par la France et l'Allemagne, rejoint en 2019 par l'Espagne. Ce projet, il est à l'arrêt à cause d'un différend industriel entre le français Dassault et l'européen Airbus. Dassault qui ne veut pas partager les brevets pour faire court. Ce blocage industriel, est-ce que c'est un effet pervers du souverainisme ? Pas du tout. C'est un effet pervers des directions politiques qui n'ont pas su faire respecter un accord industriel dès le départ et jusqu'au bout. Mais je crois qu'il y a une focalisation sur cet échec, il faut le dire. Sa mort n'est pas annoncée, mais tout le monde la pressent. Mais il y a d'autres coopérations qui fonctionnent, y compris entre la France et l'Allemagne. Il y a quelques jours, justement, Dassault, parce que Dassault est quand même la cible aussi d'une campagne d'hostilité à travers l'Europe, comme quoi sur ses positions souverainistes. Je crois que c'est bien naturel et que dans tous les pays, on trouvera des groupes industriels qui défendent leurs intérêts, leur savoir-faire, leur maîtrise technologique. Dassault vient d'annoncer une coopération pour le vaisseau spatial du futur avec l'allemand OHB sur la partie justement spatiale et Dassault qui aurait la charge de la partie aviation. Très rapidement, il nous reste 20 secondes. SCAF, c'est vraiment très dommage ce qui s'est passé avec cet avion. C'est tout le problème du manque du marché commun européen. Parce qu'on essaye de le faire de manière, c'est le gouvernement X qui travaille avec le gouvernement Y pour dire à l'industrie de faire cela ou ceci. Non, il faut avoir un marché commun européen où c'est dans l'intérêt de l'industrie, de coopérer, d'aller à l'échelle où ce n'est pas la logique nationale minimale bonsaï, mais vraiment la logique européenne. Mais faisons confiance entre nous que voilà, la géographie ne manque pas de la géographie et là on est pressé par la Russie, il faut se défendre. Pas de vision très commune. Merci à tous les trois, on a très bien entendu vos nuances. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur nos antennes pour plus d'informations.